Voici la correction du sujet de LCLA que vous avez dû lire. Nous allons donc commencer par l'épreuve de résumé qui est la première épreuve que vous aurez normalement à l'ECN, l'examen de classement national. Donc souvent vous allez remarquer que lors de l'examen de classement national, on vous demande de suivre un schéma particulier, ce que je ne vous ai pas demandé de faire ici. Et le schéma le plus typique, c'est d'avoir premièrement de donner des informations dans le résumé concernant la méthode, concernant l'objectif, ensuite concernant la méthodologie, c'est-à-dire le matériel et les méthodes. La troisième chose, c'est les résultats et la dernière, les conclusions. Donc ce schéma-là, on va vous le proposer le jour de l'ECN. Ici, je ne l'ai pas proposé parce que c'est toujours le même, donc ça ne sert à rien de le répéter. Donc je répète, les 4 éléments que vous devez mettre dans un résumé sont, en premier lieu, soit l'introduction qui comporte donc l'objectif, ou soit l'objectif seul. Deuxième chose, le matériel et les méthodes. Troisième chose, les résultats. Et dernièrement, la conclusion. Il n'y a donc pas de discussion dans le résumé. Le résumé, au fait, dans un travail médical ou scientifique, a pour but de dire pourquoi on a fait ce travail, c'est-à-dire la problématique, comment on l'a fait, le matériel et les méthodes, quels ont été les résultats principaux, et enfin conclure en une phrase ou deux sur ce travail. Il n'y a aucune discussion sur ce travail ni sur la validité de ce travail, ou sinon une discussion très simple et très rapide. Concernant le résumé, je rappelle qu'il faut toujours mettre les verbes au passé. Donc le passé, c'est soit l'imparfait, soit le passé composé. Ceci pour le matériel et les méthodes et les résultats. Pourquoi? Parce que tout ceci a eu lieu dans le passé. Dans l'introduction, il faudra utiliser aussi le passé, sauf lors de la première phrase de l'introduction, si vous parlez du contexte. C'est-à-dire le contexte, quelque chose qui est admis par tout le monde, et tout ce qui est admis par la communauté internationale. Et donc on peut le mettre au présent. C'est un présent de vérité. Donc le présent dans la première phrase de l'introduction et le passé dans tout le reste du résumé. Et enfin, il y a une exception, parfois dans la conclusion, on peut mettre le présent pour conclure, mais le mieux, au fait, pour ne pas se tromper à l'ECN, c'est de mettre le passé. Concernant l'introduction, si on vous demande de faire une introduction, il y aura 3 choses à mettre. Si on vous demande de mettre un objectif, il n'y en aura que 2. Si on demande de faire l'introduction, il faudra faire une phrase de contexte, c'est-à-dire mettre le contexte du sujet. Ici, le contexte était que la coxarthrose est une maladie articulaire répandue et pour laquelle, actuellement, on n'a pas de traitement. Donc, en une phrase, j'ai parlé à la fois du contexte et de la problématique. Donc, 2 premiers éléments de l'introduction, contexte et problématique. Et la troisième chose, quel a été l'objectif de cette étude? Donc ici, c'était une étude multicentrique randomisée en double aveugle qui avait pour but d'évaluer la diacérine par rapport à un placebo sur l'évolution du pincement articulaire dans la coxarthrose. Si à l'ECN, on vous demande de mettre que l'objectif, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire une phrase de contexte, mais directement, vous allez parler de la problématique et de l'objectif de l'étude. Donc 2 éléments. Et si on vous demande de faire une introduction, vous en mettrez 3. Contexte, problématique et objectif de l'étude. Tout ça donc au passé, sauf la première phrase, si vous parlez d'un contexte. Deuxième chose, le matériel et les méthodes. Le matériel et les méthodes, dans la première phrase, il faudra répondre à 4 questions spécifiques. C'est où a eu lieu l'étude, quand elle a eu lieu, chez qui, c'est-à-dire quel type de personne, de patient, et comment on a fait cette étude-là. Concernant le comment, parfois on l'a déjà mis dans l'introduction. Donc on peut le répéter dans le matériel et méthode, sinon ce n'est pas nécessaire. Mais le où et le quand, il faut absolument le mettre. Où, ici, c'était dans des centres en France. Quand, on ne le savait pas. Mais on connaît la durée de l'étude, donc c'était l'occasion ici de le dire, qu'elle a duré pendant 3 ans. Donc c'est dans 26 centres français et ça a duré pendant 3 ans. Chez qui? C'était des patients qui souffraient de coxarthrose. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'était des patients qui souffraient de coxarthrose, vous pouvez seulement dire que c'était ou dans le traitement de la coxarthrose, vous n'êtes pas obligé de mettre le mot patient. Ici, j'ai préféré le mettre, c'était plus clair et évident. Donc les patients suivis dans 26 centres, atteints de coxarthrose primaire, ils ont été donc traités pendant 3 ans. Et vous allez dire par quoi ils ont été traités. Quels sont les 2 groupes d'études? Un groupe d'études de la diacérine et un groupe d'études de placebo. Donc dans la première phrase, vous allez parler de où on a fait l'étude, quand on a fait cette étude-là, chez qui, donc ici des patients qui avaient une coxarthrose, et comment.
Comme on l'avait déjà dit ici dans l'introduction, il n'était pas nécessaire de le redire. Deuxième partie du matériel et méthode à faire, c'est de dire quels sont les deux groupes d'études. Soit vous faites une phrase séparée, soit vous la faites dans la même phrase. Donc, je vais vous le répéter ici, je vais vous le remontrer sur le tableau. Dans la partie matériel et méthode, donc première phrase, vous allez dire où, quand, donc qui, c'est-à-dire chez qui, et comment. Donc là, ça va être les 4 premières questions dans lesquelles vous allez devoir répondre à la première phrase. Pour la cinquième question, vous allez faire soit une deuxième phrase, soit vous la mettez dans la première, c'est-à-dire les groupes d'études. Quels sont les groupes? Donc là, vous voyez qu'il y a ces 5 éléments principaux à le dire soit en une phrase, soit en 2 phrases. Ici, le comment, on l'avait déjà dit dans l'introduction. Donc ce qui me permettait de dire directement dans la première phrase le où, le quand pendant 3 ans, le qui chez les patients qui a une coxarthrose primaire, et quels étaient les groupes d'études. Les groupes d'études, c'était simple ici, c'était un groupe d'études qui avait de la diacéréine et un autre groupe d'études qui avait du placebo. Donc vous avez le choix, soit vous mettez ces 5 questions en 2 phrases, soit vous les mettez en une seule phrase comme je l'ai fait ici dans le matériel et méthode. La 6e chose très importante à mettre dans le matériel et méthode est le critère de jugement principal. Le critère de jugement principal, il faut aller dans les détails le concernant. C'est-à-dire qu'il faut dire quel est le critère de jugement principal, par qui il a été mesuré, comment il a été mesuré et quand. Donc il faut aller dans les détails seulement pour ce critère de jugement principal. Concernant les critères de jugement secondaire, vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails. Donc pour le critère de jugement principal, ici c'était la hauteur de l'interligne articulaire la plus petite, mesurée par un observateur indépendant, et lors de radiographie, donc on sait qui l'a mesuré, on sait comment on l'a mesuré, c'est des radiographies, et on sait quand on l'a mesuré, c'est-à-dire de manière annuelle, tous les ans. Donc en une seule phrase, vous avez pu dire tous les éléments importants concernant le critère de jugement principal. Il y avait aussi un critère de jugement qui était important, proche du critère de jugement principal, donc c'est la proportion de patients qui avaient une progression radiologique, c'est-à-dire un pincement de plus de 0,5 mm, associé à la vitesse du pincement. Donc je vais vous le montrer sur un schéma. Donc ici, vous voyez la tête fémorale. Donc le pincement articulaire, qui est donc la distance ici, vous allez évaluer le nombre de patients qui, sur les radiographies annuelles, ont un pincement supérieur ou inférieur à 0,5 mm. Donc il y aura un groupe que vous allez dire patient avec un pincement articulaire inférieur à 0,5 mm et un autre groupe avec un pincement articulaire supérieur à 0,5 mm, et vous allez comparer dans le groupe diacéréine le nombre de patients qui a un pincement supérieur à 0,5 et dans le groupe placebo le nombre de patients qui a un pincement supérieur à 0,5. Donc la proportion de ces patients-là qui ont un pincement supérieur à 0,5, vous allez la comparer dans le groupe diacéréine et dans le groupe placebo. Donc c'était ça la comparaison statistique qui a été faite par les auteurs. Ensuite, vous allez parler des critères de jugement secondaire. D'habitude, on ne parle pas d'autre chose dans le matériel et méthode. Mais ici, spécifiquement, ils ont fait une analyse dans l'intention de traiter qui est un peu, on va dire entre guillemets, qui est un peu bizarre, mais qui n'est pas très conforme. C'était une analyse dans l'intention de traiter modifiée, qu'on va voir tout à l'heure dans les réponses. Donc comme c'est particulier à cet article-là, c'est original à cet article-là, il faudra le dire. Mais de manière générale, vous n'avez pas à mettre dans le résumé et ne pas à dire que l'analyse a été faite en intention de traiter ou que l'analyse a été faite par tel test statistique, sauf si ceci est original à l'article.
Comme ici c'était original à l'article, donc j'ai dit qu'il y avait une intention de traiter modifiée qui a été réalisée. Et j'ai donné la définition assez rapidement en disant que c'était une intention de traiter restreinte aux patients chez qui on a eu au moins une radiographie. Mais de manière générale, on ne parle pas de tests statistiques, on ne parle pas de nombre de patients à inclure, on ne parle pas de l'analyse en intention de traiter dans le matériel et méthode. Et donc je vous ai dit qu'il fallait parler des critères de jugement secondaire. Les critères de jugement secondaire, vous les dites en une seule phrase. Par exemple, vous allez dire que nous avons aussi évalué l'efficacité clinique et la tolérance, ou ont aussi été recueillis, donc en une phrase un peu bateau, les critères de jugement secondaire, et vous les listez. Donc ici, on avait deux principaux, les critères de jugement secondaire, qui étaient l'efficacité clinique ainsi que la tolérance. D'autres éléments à ne pas mettre dans le matériel et méthode, et qui sont vraiment très importants, c'est le consentement éclairé du patient et l'avis et l'accord d'un comité d'éthique. Donc ces deux choses-là que vous allez trouver dans l'article, qui doit être normalement dans la plupart des études, dans toutes les études thérapeutiques, ne doivent pas être répétées dans le matériel et méthode. Donc cela, c'est des choses qui sont en surplus, qui sont inutiles et que l'on ne trouve jamais dans le résumé d'articles de la communauté scientifique. Maintenant, concernant la partie résultat de l'épreuve de résumé. Dans les résultats, la première chose que vous devez écrire est normalement le résultat du critère de jugement principal. Parfois, ce n'est pas la première chose que vous allez citer, parce que les auteurs dans le texte parlent d'abord de la population de l'étude. Tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il fallait dire sur quelle population de l'étude se faisait, donc avait eu cette étude et dans laquelle il y a eu une intervention thérapeutique. On avait dit qu'il fallait le mettre dans le matériel et méthode. Parfois, les auteurs le mettent dans les résultats. Si les auteurs le mettent dans les résultats, alors vous devez suivre la même trame que les auteurs dans leur article. Ici, c'était le cas. Ils ont dit qu'il y avait un peu plus de 500 patients qui ont été suivis au départ et 446 qui ont eu une radiographie. Donc comme cet élément-là apparaît dans la partie résultat dans le texte, vous devez la faire apparaître de la même manière dans le résumé, dans la partie résultat. Et ensuite, vous allez parler du critère de jugement principal. Donc ici, il y avait 521 patients qui ont été randomisés, 507 ont eu le traitement et 446 ont eu l'intention de traiter modifiée. Donc en une phrase, vous dites toutes ces informations-là et vous attaquez directement le critère du jugement principal. Quand vous donnez le résultat d'un critère du jugement principal, il y a 3 éléments à mettre dans une phrase. D'une part, faire une phrase concluant le critère du jugement principal. Par exemple, le groupe avec aspirine ou diacérine ou Plavix avait un taux de mortalité inférieur à l'autre groupe. Et il est bien de dire si ce taux de mortalité inférieur était significatif ou pas. Donc là, vous faites une phrase. Deuxième chose, dans la même phrase, vous allez donner les données brutes. Ici, l'exemple, j'ai dit que le pourcentage avec progression radiologique était significativement plus faible dans le groupe diacérine comparé au groupe placebo. Donc là, en une phrase, j'ai dit d'abord un résultat. D'autre part, j'ai dit s'il était significatif ou non. Deuxième partie de la phrase, je vais donner les résultats bruts, c'est-à-dire le nombre de patients ou le pourcentage de patients. Ici, 50,7% versus 60,4%. Et enfin, la troisième partie, concernant le critère de jugement principal, vous devez donner le résultat d'un test statistique. Et le résultat, vous pouvez le donner de deux manières. Donc, je vais vous le montrer sur le tableau. Les deux manières de le montrer sont soit vous donnez une valeur d'un P, par exemple P égale à 0,01, soit vous donnez un intervalle de confiance. Si la valeur du P est inférieure à 0,05, donc c'est significatif. Si l'intervalle de confiance ne contient pas 1, c'est significatif. Par exemple, 0,68, 0,98. C'est un intervalle de confiance qui ne contient pas 1. Ou 1,12 et 3,47. Donc vous avez deux manières de donner le résultat d'un test statistique. Soit vous donnez un P, soit vous donnez un intervalle de confiance. Et souvent l'intervalle de confiance est de 95% dans le cas d'une hypothèse bilatérale ou à 97,5% dans le cas d'une hypothèse unilatérale. Mais quelle que soit l'hypothèse unilatérale ou bilatérale, si l'intervalle de confiance ne contient pas 1, on peut directement dire que c'est significatif. C'est-à-dire que ça équivaut à un P inférieur à 0,05.
Donc ça, c'est pour ce qui est du critère de jugement principal. Vous devez aller dans les détails. D'une part, faire une phrase qui résume le critère de jugement principal, son résultat principal, donner des valeurs brutes en pourcentage ou en nombre de patients et donner le résultat d'un test statistique. Vous n'êtes pas obligé de dire quel est le test statistique qui a été utilisé. C'est un test de Fisher ou Wilcoxon ou Manny-Whitney, ce n'est pas nécessaire. Vous donnez seulement le P. Deuxième partie des résultats, vous devez donner les résultats au maximum concernant les critères de jugement secondaire. Et là, il ne faut pas aller dans les détails. Il faut aller vers le critère de jugement secondaire sur lequel les auteurs se sont le plus attardés dans leur article. Ici, c'était la vitesse de pincement articulaire, qui était un critère de jugement secondaire pour lequel les auteurs se sont un peu attardés. Donc là, on peut le citer en une seule phrase en disant qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes. Lorsqu'il n'y a pas de différence entre les groupes, que ce soit pour le critère de jugement principal ou secondaire, ça ne sert à rien de mettre un P égale non significatif. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de différence. En fait, c'est se répéter, donc c'est inutile. Deuxième chose, concernant le critère de jugement secondaire, lorsque vous allez le citer, vous n'êtes pas obligé de donner des intervalles de confiance ou des P. Il ne faut pas aller forcément dans les détails comme pour le critère de jugement principal. Et une dernière chose concernant la partie résultat de l'épreuve de résumé, c'est la tolérance des médicaments. Il faudra toujours réserver une dernière phrase dans la partie résultat pour ce qui est de la tolérance des médicaments. Donc en une seule phrase, vous allez dire le médicament a été bien toléré dans les deux groupes ou il a été moins bien toléré dans un groupe par rapport à l'autre, mais ne jamais oublier que dans un essai thérapeutique, c'est vrai que la tolérance, c'est rarement, quasiment jamais le critère de jugement principal, mais il faudra en donner un mot à la fin des résultats. Ici, j'ai dit qu'il y avait plus d'effets indésirables avec la diacérine qu'avec le placebo, en particulier pour les diarrhées. J'avais oublié de dire une chose aussi concernant de manière générale le résumé, c'est les abréviations. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les abréviations? Oui, celles qui sont reconnues de manière internationale ou par le CNCI. Si vous avez des abréviations qui sont nouvelles, qui sont utilisées par les auteurs, vous êtes obligé au moins de les écrire une fois et d'écrire le mot en entier dans le résumé. Et ensuite, vous mettez entre parenthèses l'abréviation de ces termes-là que vous allez pouvoir utiliser. Ça vaut le coup de le faire qu'à partir de 3 à 4 fois. C'est-à-dire si vous utilisez le mot au moins 3 fois dans le résumé, ça vaut le coup de le faire une abréviation. Sinon, c'est inutile. Enfin, la conclusion. Donc la conclusion, c'est une partie qui est assez simple. Vous allez conclure que, on va dire quasiment que sur le critère de jugement principal. Et vous allez conclure donc sur le critère de jugement principal et surtout ne pas oublier pour une population donnée. Parce que c'est là où on a la généralisation du résultat. Donc ici, on a montré que la diacérine pendant 3 ans prévient la progression du pincement articulaire. Chez qui? Au cours de la coxarthrose symptomatique. C'est-à-dire que chez les patients qui ont une coxarthrose symptomatique au primaire, chez eux, ça a un intérêt dans l'évolution du pincement articulaire. Donc ne jamais oublier, ne pas dire que l'aspirine c'est bien ou que le Plavix c'est meilleur que l'aspirine. Mais il faut dire pour qui c'est meilleur que l'aspirine. Pour les gens qui ont un syndrome coronarien aigu, donc vu aux urgences dans les 12 heures par exemple. Donc ne jamais oublier sur quelle population s'applique le résultat principal de cette étude-là. Et enfin, la dernière phrase est une phrase d'ouverture. Ça, vous pouvez piquer n'importe quelle phrase dans le texte, une des phrases des auteurs, que vous avez trouvée dans la discussion, dans la conclusion des auteurs. Donc ici, je dis que la pertinence clinique de ces résultats nécessite des études complémentaires. Vous remarquerez que je donnais un point pour le respect de la structure du texte et un point pour le respect du temps des verbes. Comme on l'a dit, c'est toujours le passé, sauf pour la première phrase de l'introduction, la phrase de contexte, et parfois la phrase de conclusion, on peut parfois utiliser le passé. Enfin, quelques conseils généraux concernant le résumé. Moi, je pense qu'il est mieux de faire le résumé dans la première partie de l'épreuve, c'est-à-dire ne pas répondre aux questions et ensuite faire le résumé. Plutôt faire le résumé de l'article et ensuite répondre aux questions de l'article. Comment faire? Lors de la première lecture de votre article, vous allez rechercher tous les éléments dont je vous ai parlé dans cette correction. C'est-à-dire, vous allez voir quels sont le contexte, la problématique et l'objectif. Et vous allez les surligner dans l'introduction. Par exemple, sur un texte comme celui-ci,
C'est vrai que c'est minuscule, mais vous allez voir que ici, si j'ai l'introduction, je vais surligner le contexte, je vais surligner au milieu l'objectif et je vais surligner à la fin, plutôt au milieu la problématique et à la fin l'objectif. Ensuite, dans la partie matériel et méthode, je vais chercher la réponse aux 4 questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Où se passe l'étude, quand, chez qui et comment. Et ensuite, vous allez voir quels sont les groupes d'études. Et à chaque fois que vous trouvez les réponses à ces éléments-là, à ces questions-là, vous les surlignez. Ce qui fait qu'à la fin de la première lecture de l'article, vous saurez quels sont tous les éléments que vous allez intégrer dans votre résumé. C'est vrai que ça ne va pas tenir en 250 mots, ça va tenir en 1000 mots, en 800 ou 500, mais au moins vous êtes sûr de ne rien oublier dans votre résumé. Donc je vous conseille lors de la première lecture de votre article de surligner tous les éléments que vous devrez mettre dans votre résumé. Et ensuite, donc, votre travail consistera seulement à regrouper ces éléments-là et à les résumer en des termes plus simples et plus concis. Deuxième lecture de l'article, là vous allez pouvoir vous attaquer de manière plus approfondie aux questions. Quand vous faites un résumé, évitez d'en faire 3 brouillons. Faites un seul brouillon et lancez-vous directement dans la rédaction du résumé. Parce qu'un résumé, c'est toujours améliorable. Donc si on s'attend à avoir un résumé parfait, on va rester 5 heures à faire le résumé. Faire un brouillon, 2 brouillons, 3 brouillons, 4 brouillons, on ne s'arrêtera jamais. Donc ne pas hésiter, faire un brouillon et on s'attaque directement à la rédaction du résumé. Donc voilà, c'est un gros conseil, c'est ne pas perdre de points dessus. C'est la partie de l'épreuve qui est la plus simple. C'est vrai que ça sera la moins sélective, mais au moins il ne faut pas perdre de points concernant le résumé.